s'appelle Découpe, enfin, DKWOP. Alors, pour la petite histoire, au départ, je voulais faire du couponing, donc des coupons de réduction via Internet. Et bon, pour toute une série de raisons, ça n'a pas pu se faire. Et donc, c'est pour ça que phonétiquement, ça se dit Découpe. Et puis, finalement, l'entreprise, elle m'a servi à faire du marketing sur le web. Donc, ça montre aussi, quelque part, déjà dès le départ, que ne faut pas toujours se fier à sa première idée. Ce qui compte, c'est d'avoir l'esprit d'entreprise et d'être à l'affût des opportunités. Et donc, cette entreprise, au début, j'ai fait beaucoup de social media parce que c'était vraiment tout début de Facebook, après quelques tâtonnements. Et donc, Facebook, Twitter, je suis monté rapidement à quelques milliers de followers sur Twitter. Maintenant, je m'en sers plus du tout. Euh, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir avec l'outil en lui-même, mais c'est plutôt avec l'évolution des usages. Alors, générationnellement, les réseaux sociaux sont adaptés à différents âges, aux différents âges de personnes. Et donc, voilà, je ne me retrouve plus trop. Je ne me situe pas ni dans les réseaux pour, entre guillemets, plus vieux, ni dans les réseaux pour plus jeunes. Et donc, du coup, j'ai rechangé et je me suis plutôt orienté vers ce qu'on appelle le search marketing. Et donc, ça, c'est le marketing des moteurs de recherche et c'est présent dans Google notamment, mais aussi Bing, pourquoi pas, voire YouTube, puisque YouTube est également un moteur de recherche, puisque sur YouTube, on utilise des termes pour trouver les vidéos que l'on veut. Et donc, après plusieurs années, donc je suis aussi prof dans une autre école où je donne des cours de marketing, essentiellement des marketing sur Internet, et donc cours réseaux sociaux, référencement, email marketing, et d'entrepreneuriat, ce qui tombe bien avec l'objectif aussi de la réunion, du contexte de la réunion. Et c'est comme ça que l'année passée, j'ai eu pas mal d'interventions avec 100 000 entrepreneurs avec qui vous échangez, vous travaillez dans le cadre des mini-entreprises. Et donc, voilà, donc double casquette, prof et entrepreneur. Et puis là, de nouveau, comme j'ai remis ma société, j'ai un autre projet, enfin un autre projet, non, j'ai démarré d'autres actions d'entrepreneuriat, c'est-à-dire que je fais de l'Airbnb. Donc, c'est-à-dire que j'ai acheté à l'étranger des biens dans des régions touristiques et j'ai des intermédiaires sur place qui gèrent pour moi. Et donc, ça me permet d'avoir quand même du revenu locatif sympa et d'avoir des endroits où aller en vacances sans que ça me coûte trop cher. Donc, tous ces nouveaux outils, tout le web, ça mène plein d'opportunités et toutes ces opportunités, faut les voir en fait. Il faut être curieux, il faut être attentif et faut essayer de trouver l'étincelle et voir comment on peut les exploiter. Je vais encore rajouter un petit truc, je vais revenir un peu en arrière. À titre d'exemple, des opportunités, il y en a tout le temps. Donc, quand j'étais étudiant, je n'avais pas envie de faire un job d'étudiant parce qu'aller travailler tous les week-ends ou un mois de vacances, les vacances, je préférais être en vacances que travailler, quoi. Mais bon, tout le monde a besoin d'argent, donc j'en avais besoin aussi. Et ce qu'on faisait qu'un de mes potes, on rachetait plein de BD de collection, donc des vieux trucs, tout délabrés chez les marchands. Les marchands n'en voulaient pas, ils rachetaient des lots de BD. Et nous, on passait notre temps à tout déboîter, tout décoller. Moi, je décollais avec un cuiseur vapeur. Et puis mon copain, il recollait tout, il leur remettait des nouvelles. Et on se faisait quand même pas mal d'argent en les vendant à des collectionneurs. On avait des listes de collectionneurs. Et voilà. Puis après, on a eu des objets BD. Donc, c'est des petites figurines de collection, Tintin, Gaston, et voilà. Et c'est devenu très rare. Et donc, nous, on a parcouru l'Europe. On est allé en Suisse, aux Pays-Bas, en Allemagne, trouver des choses qu'on ne trouvait plus ni en France ni en Belgique. Et on les revendait aux ventes aux enchères aussi. Donc, hôtel Drouot à Paris ou bien à Horta, ici à Bruxelles. Donc, voilà. Donc, entreprendre, il y a moyen partout. Mais, si je devais donner un conseil, c'est d'être attentif aux opportunités et aux besoins des gens. C'est vrai, c'était bien long comme présentation déjà. Enfin, on a presque fini la conférence, là. Euh, Saisir les opportunités. ouais, bah c'est ce que. Puis changer, quand toujours faire la même chose, c'est embêtant. Enfin, moi, je ne m'imagine pas faire toujours la même chose. Donc, prof, j'ai fait sur le tard. Et puis, je vais plus tenir le coup très longtemps comme prof. Enfin, c'est pas que j'aime pas, j'aime bien, mais j'aime bien varier les plaisirs dans la vie, quoi. Donc, la vie, c'est quand même là pour s'amuser. Et c'est ce que ça permet quand on est entrepreneur. Et je vais faire une dernière petite remarque sur l'entrepreneuriat. C'est que la grosse différence entre les différents statuts qu'on peut avoir
entrepreneur salarié ou fonctionnaire, c'est que l'entrepreneur, il ne sait pas ce qu'il va avoir comme argent à la fin du mois. Tandis que le salarié et le fonctionnaire, ils le savent. Donc l'entrepreneur, il vit dans l'inconnu. Alors, ce manque de sécurité, ben, il est compensé par plein d'autres aspects où on est maître de son sort, on n'a pas toujours à recevoir des consignes, parfois intelligentes, mais parfois aussi stupides, d'un supérieur hiérarchique. Et donc, voilà. Et l'entrepreneur peut bénéficier, profiter des opportunités qu'il voit, tandis que le salarié ou l'indépendant, le salarié ou le fonctionnaire, c'est zéro puisque c'est le secteur public et il n'y a pas d'opportunité de générer des revenus puisque ce n'est pas le but du secteur public, c'est de fournir un. Donc, les gens qui travaillent dans le secteur public, c'est très honorable puisque moi, ma partie de prof, j'aime beaucoup donner cours à des étudiants, mais on peut être intrapreneur dans sa classe, c'est-à-dire qu'on peut entreprendre des choses dans sa classe, des projets, etc. Mais il n'y a pas l'aspect financier pécunier derrière. Et donc, on entreprend aussi parce que, ben voilà, on a envie d'avoir plus que 2000, 2500, 3000 balles à la fin du mois pour entreprendre. C'est parce qu'on a aussi plus d'ambition pour satisfaire ses besoins et les besoins de sa famille. Donc, ça passe par gagner un peu d'argent aussi. Ne volons pas la face, hein, même si gagner de l'argent, c'est mal dans la société actuellement. Mais voilà. OK. Donc, ça, c'était pour la présentation. S'il y a des personnes qui ont des questions par rapport à ça, Tout à fait. soyez pas. Voilà. Vous pouvez parler, me poser toutes les questions que vous voulez, hein. Je vois qu'on est quand même 47 participants. Ah, il y a Dora. Salut Dora. Dora, c'est une de mes anciennes étudiantes, hein. Elle fait santé, faites-moi. Et donc, qui y a d'autres? Je ne connais pas d'autres, je connais juste Dora. Ou alors c'est une homonyme, mais bon. Voilà. Et donc, enfin voilà, c'est un petit peu compliqué de poser des questions éventuellement comme ça, mais n'hésitez pas si vous en avez, j'y répondrai. On va voir après la présentation. Tout à fait. Et on est là pour ça. On est là pour faire remonter les questions. Donc, on va te laisser démarrer la présentation sur ta partie. Et alors, Lindsay et moi, on est là pour te faire remonter les questions quand il y en a, quoi, dans le chat. Ça va? OK. Donc, Voilà. on va partir sur le marketing, donner de la visibilité à son produit ou sa marque. Et déjà, je voudrais commencer par une chose parce que les gens ne comprennent pas bien la différence. Marketing, c'est marketing, communication, c'est communication. Et donc, si je devais prendre deux filières de bachelier qui est dans ma haute école, il y a la filière relations publiques et la filière marketing. Alors, il y a des choses en commun, il y a des choses qui sont proches, mais la filière relations publiques, c'est plus des profs de commu qui donnent ça. Et ça dépend plus en général de la fonction de direction de l'entreprise. Donc, si vous faites les mini-entreprises, vous voyez sûrement les différentes fonctions d'entreprise, fonction de production, fonction financière, fonction commerciale. Eh bien, logiquement, enfin, moi c'est mon ressenti, peut-être que, mais les relations publiques, c'est tout ce qui est relations presse, c'est tout ce qui est gestion de crise. Donc, quand vous avez une crise qui peut être fulgurante sur les réseaux sociaux, et je vous raconterai peut-être une anecdote par rapport à ça qui m'est arrivé. Donc là, on est purement dans de la communication. Quand on doit drainer du trafic sur un site internet et générer de la visibilité, on est purement dans du marketing. Et alors parfois, les deux doivent travailler ensemble parce que quand on doit gérer une crise, on doit utiliser les comptes sociaux qui ont été établis pour gérer la crise, ou que ça peut être YouTube, etc. Il y a plein de gestions de crise qui ont été sympas, des exemples. Je vais vous en donner un. Enfin, une gestion de crise ratée. Donc, j'ai commencé avec des blogs très rapidement parce que les blogs, c'est un outil important de visibilité sur le web, hein. Et quand il y a eu le tsunami au Japon, bon, ça date d'il y a quelques années maintenant, on doit avoir 8-9 ans. Quand il y a eu le tsunami au Japon, moi, je me levais à l'époque, j'allais sur Twitter, hein, social media addict, hein. Donc, j'allais sur Twitter et je vois Air France, qu'est-ce que tu fous, il y a le tsunami, les Français veulent rentrer. Interpellant, Air France ne répond pas. Parce que Air France se servait des médias sociaux comme moyen de communication unidirectionnel. Alors que justement, à la différence d'un journal, d'une radio, d'une TV, où on ne sait pas répondre à la TV, la personne qui parle à sa TV, ou alors ça ne va pas très fort, eh bien, là, les gens savent répondre sur les réseaux sociaux, ils savaient répondre. Mais à ce moment-là, Air France ne maîtrisait pas encore bien le concept des réseaux sociaux, il ne faisait que transmettre de la promotion ou des infos qui les concernaient, et voilà, c'était un canal de diffusion. Et puis donc là, on était un dimanche matin, Air France, il n'y avait personne pour répondre, alors que mine de rien, c'est quand même une société
une multinationale qui fait partie du CAC 40 et qui a des avions dans le ciel 24 heures sur 24, donc il peut se passer quelque chose à tout moment. Donc moi je me dis, je vais faire un petit article de blog, pas pour me donner de la visibilité, mais je vais faire un petit article de blog, comme ça les gens auront un truc à relayer sur Twitter, quoi. Donc ça s'est enflammé complètement, cet article de blog a été partagé des milliers de fois, et finalement Air France a bien géré la crise, mais a très mal communiqué sur la crise. Donc là j'en reviens au rôle de la communication, et comment ils ont très mal communiqué sur la crise? C'est-à-dire qu'ils n'ont rien dit. Et ne rien dire quand il y a une crise, un tsunami avec des gens qui meurent et qui ont peur, et des Français expatriés là-bas et qui n'ont qu'Air France pour rentrer chez eux, c'est la catastrophe, parce qu'alors, si ce n'est pas la marque qui a la parole, c'est tout le monde qui a la parole et qui dit n'importe quoi. Et quand vous êtes dans le secteur aérien, vous voulez réserver un avion, vous allez sur le site internet pour réserver un avion, plus c'est proche la date et plus la demande est élevée, et automatiquement, c'est les algorithmes qui font ça, les prix s'envolent. Et donc, c'est devenu des articles dans la presse. Air France profite du tsunami au Japon pour augmenter ses prix. C'est complètement catastrophique pour une entreprise. Et donc, finalement, ils ont résolu le problème. Mais c'est pour dire que les réseaux sociaux, il y a des codes et que les codes, ils sont importants. Et si on ne respecte pas les codes, ben, ça part très vite en sucette. Autre chose, autre exemple, et puis je vais passer à la chose suivante, mais j'aime bien donner des exemples concrets. Quand il y a eu les lasagnes au cheval il y a quelques années, donc c'est Findus, hein. Et là, même chose, qu'est-ce que les gens ont commencé à rigoler et à partager des mâmes avec des têtes de chevaux dans les lasagnes Findus. C'était pas terrible pour la marque, mais bon, c'est quand même eux qui ont mis du cheval dans leurs lasagnes. Et que s'est-il passé? Il y a le community manager de Findus qui a menacé à toute personne qui partageait ce type de mâme de poursuite sur Twitter, de poursuite légale. Et il copiait-collait le même message à tout le monde. C'est-à-dire que c'était un suicide en direct pour la marque. Et donc, la marque s'est complètement fait dégommer. Et non seulement il y avait un problème de confiance sur le produit, mais il y a un problème de gestion de la crise. La gestion de crise, c'est un truc important. Et donc, ça, c'est vraiment de la communication. Je vais revenir sur le marketing. Et comment donner de la visibilité à un nouveau produit ou à une marque. Oui, non. Tu enregistres, voilà. Et donc, comment donner de la visibilité à un produit et une marque? Alors moi, ma spécialité, c'est Internet. Alors, je vais quand même prendre la première séparation. C'est tout ce qui est média, tout ce qui est online et tout ce qui est offline. Donc, dans le offline, vous avez 5 médias, c'est-à-dire presse écrite, l'affichage en rue ou métro ou bus, la TV, la radio, et un autre qu'on oublie souvent, c'est le cinéma. Pour des entreprises locales, c'est souvent très, très pertinent de faire des annonces au cinéma, parce qu'au cinéma, les conditions d'écoute sont épatantes. En général, on ne regarde pas trop son GSM, l'audio est super, l'écran est très grand, et donc on peut aussi le faire sans le coût de production, avec un budget relativement réduit, puisqu'on peut choisir les salles dans lesquelles on diffuse. Donc, on n'y pense pas assez. La radio, c'est évidemment le média le plus pauvre, puisqu'on n'a que l'audition, mais c'est quand même utile pour les nafteurs qui sont dans leur voiture, etc. La TV, là, ça coûte assez cher, hein, c'est assez compliqué. La presse, plus personne ne lit la presse. Je ne sais pas si parmi vous, quelqu'un a acheté un journal en 2021, même en 2020, mais on lit les sites de presse à la limite, mais à part le métro qu'on prend gratuitement quand on est à Bruxelles ou bien dans une gare, on ne lit pas beaucoup la presse. Et on a aussi donc le dernier, c'était l'affichage. Ouais, ça marche encore un peu. Ça faut bien choisir les endroits. Donc, vous avez aussi tout ce qui est hors média, donc des publicités sur les lieux de vente, faire des dégustations, des toutes boîtes, ce genre de choses. Et donc, moi, je préfère le online. Et on a vu un énorme switch des budgets publicitaires du offline vers le online. Hein, donc, tout ce qui était la presse écrite perd énormément en budget publicitaire. La TV, même là, il y a des budgets qui ont switché. Et donc, en online, pourquoi est-ce que les entreprises vont sur le online? Parce que l'écran de leur smartphone devient le premier écran. Avant, on regardait la télé, les gens regardaient The Voice ou Top Chef et ils envoyaient des trucs sur Twitter avec leur smartphone. Maintenant, la TV, c'est un bruit de fond. Et encore, quand elle va, je connais de plus en plus de personnes qui n'ont pas la TV. Et ils sont sur leur tablette, sur leur smartphone, sur leur ordi. Et donc, voilà. Autre avantage de la pub online, c'est qu'on sait tout traquer.
Alors, c'est un avantage pour les annonceurs, mais c'est catastrophe pour la vie privée, hein. On ne se rend pas compte, mais quand, même quand vous êtes quelque part avec la géolocalisation, Facebook, Google, savent où vous êtes, savent ce que vous faites. Et donc, ils vous annoncent, ils vous envoient des publicités très ciblées. Mais bon, moi, j'ai désinstallé tout ce qui était application de Facebook de mon smartphone, quoi. J'en veux plus. J'ai pas Instagram. Ouais, il me reste juste WhatsApp parce que bon, c'est encore un peu crypté. Mais sinon, j'ai pas Messenger, j'ai plus rien. Il m'en faut pas. Voilà. Mais ça, c'est un choix, mais il faut en être conscient. Parce que il y a un gars qui a dit, je sais plus qui c'est, peu importe, mais il a dit, pensez bien que si vous ne payez pas pour le produit, c'est que c'est vous le produit. Donc Facebook vend vos données, tout simplement. Et alors, ça a l'air anodin, mais non, c'est quand même assez grave. Et alors, sur Google, évidemment, c'est comme Google, vous avez un petit problème médical, vous allez le rechercher. Google sait que vous avez ce problème médical. Vous avez, enfin, voilà, on avoue à Google ce qu'on n'avouerait pas à son meilleur ami ou sa meilleure amie. Donc, il faut en être conscient aussi. Donc, il y a quand même des moyens de navigation privée. Il y a des navigateurs qui sont un petit peu plus discrets que Google, hein, DuckDuckGo, ce genre de choses. Donc, voilà, tout dire, poser toutes les questions qui nous paraissent naturelles à Google, il faut quand même réfléchir un petit peu avant de ce qui va se passer derrière et des informations qui sont retenues. Mais ceci étant dit, pour les annonceurs, c'est génial. Bingo, quoi. Vous êtes une marque, vous savez qui peut être intéressé par vos produits, où il se situe, quelle langue il parle, quelle terminaison, où il est allé. Google enregistre tout vos trajets, tous vos déplacements, hein, si vous ne coupez pas ça sur votre smartphone. Donc voilà, donc le online, c'est génial pour les marketeurs et c'est génial pour les clients qui ne sont pas conscients des dangers et c'est peut-être un peu problématique pour ceux qui sont conscients des dangers. Mais je pense que c'est utile de sensibiliser par rapport à ça. Donc voilà, si tu veux parler, Lionel, non? Ça va? Ok. Ah oui, je voulais simplement dire pratico-pratique, parce que tu as déjà dit plein de choses intéressantes. Et il y a une chose sur laquelle j'aimerais revenir, c'est quand tu dis aller utiliser les réseaux des deux sens. Ce n'est pas juste moi qui donne de l'information de ma marque. Et donc ça, je pense que pour les mini ou les yep, ça peut être hyper intéressant parce que souvent, on fait des publications de nous. Et donc, on ne parle que de nous. Et ce qui est parfois pas, enfin, voilà, pas super intéressant. Et donc, merci d'avoir souligné ça. C'est déjà très super. Ouais. Je vais rebondir sur ce que tu me dis. En fait, par définition, chacun est quelque part égocentrique. On pense à soi et on ne se met pas à la place de l'autre. Or, sur les réseaux sociaux, les gens, ils viennent pas forcément pour avoir les informations sur une marque, ou alors quand c'est une super promo, quoi, hein, c'est pour en bénéficier eux. Donc, les marques ont trop tendance à ne parler que d'elles. Je reviendrai après sur les bonnes pratiques sur les réseaux sociaux. Et donc, je vais maintenant rentrer dans le principal. Donc, l'online, comment avoir de la visibilité online pour une marque ou pour un produit? Alors, il y a différents outils. Alors, dans le cadre des mini-entreprises, celui que vous avez qui est le plus facile d'accès, ce sont les réseaux sociaux. Donc, je vais consacrer une belle part à cela, mais je voudrais quand même parler des autres avant. Donc, le trafic de meilleure qualité que vous pouvez avoir sur un site Internet, c'est le search marketing et c'est plus exactement les résultats naturels. Donc, quand vous faites une recherche dans Google, vous avez des résultats naturels et des annonces. Il faut quand même bien voir la différence. Donc, il faut savoir que c'est deux aspects du search marketing. Le premier, c'est ce qu'on appelle de l'advertising, du SEA. Donc, c'est les petites annonces qu'il y a au-dessus. Et le deuxième, c'est ce qu'on appelle de l'optimisation. Donc, on optimise une page ou plusieurs pages d'un site Internet pour être le mieux possible pour une recherche que fait un internaute. Et donc, le trafic de meilleure qualité, c'est pour les résultats naturels qui arrivent en dessous des publicités. Alors, le search marketing est très intéressant. À court terme, impossible de faire de l'optimisation. Donc, quand vous devez optimiser un site Internet, il faut minimum 6 mois, parfois 1 an. Il y a 3 piliers pour optimiser un site Internet. Donc, le premier pilier, c'est les aspects techniques du site. En général, c'est l'informaticien, le codeur qui fait ça, le webmaster. Le deuxième pilier, c'est les contenus. Donc, il faut savoir rédiger pour le web. C'est vraiment une compétence. Si quelqu'un est intéressé par ça, c'est un métier qui peut être sympa, à condition de bien le faire et d'être spécialisé dans un secteur. Mais moi, je connais beaucoup de personnes qui sont soit en offshore, et donc c'est bien parce que c'est des personnes dans des pays où le niveau de vie est nettement plus faible et qui parviennent à gagner leur vie grâce à ça en étant clients d'entreprises occidentales.
Et donc, il y a des personnes qui sortent de l'extrême pauvreté grâce à ça. Donc, moi, je trouve ça très bien. Alors, il y a un débat qui dit c'est mieux de faire travailler les gens locaux, etc. Ben, je sais pas, les gens locaux, ils ont moins de problèmes pour survivre que des gens dans des pays comme Madagascar ou le Bénin ou des pays comme ça. Donc, c'est un choix éthique. Chacun, je pense qu'il n'y a pas de leçon à donner à quelqu'un. Si quelqu'un a envie de travailler avec un rédacteur belge ou français, travaille avec un rédacteur belge ou français. Si quelqu'un a envie de travailler avec des Malgaches ou des Béninois, il travaille avec des Malgaches ou des Béninois. Il n'y a pas de jugement de valeur à avoir. Mais voilà, le tout, c'est de travailler dans le respect de la collaboration. Et donc, quand on travaille avec des Malgaches, c'est de ne pas les exploiter négativement. C'est sûr que ceux qui vont travailler avec des gens à Madagascar, c'est pour les payer moins cher. Mais si eux, ça leur fait des conditions de vie décentes sur place, voilà. Ça, et la troisième chose, c'est des liens entrants. Donc, quand le web, ce sont des liens hypertextes, donc des liens sur lesquels on peut cliquer. Et plus vous avez de liens entrants qui viennent vers votre site Internet, et plus ça le fait monter dans les résultats. Donc, ça, c'est les 3 piliers du référencement naturel. Je ne vais pas trop épiloguer là-dessus, c'est là-dedans que je me suis perfectionné ici parce que je vous ai dit les réseaux sociaux, j'ai pris mes distances. Et le référencement naturel, il n'y a pas trop d'âge, c'est l'expérience qui compte. Donc voilà, c'est là que je me trouve le mieux pour le moment. Les publicités, donc le SEA, le Search Engine Advertising, ça c'est chouette parce qu'on peut avoir des résultats à court terme, mais il faut du budget. Donc là, le principe, c'est coup par clic. On paye chaque fois que quelqu'un clique sur la pub, mais quand une entreprise doit faire des actions à court terme, je ne sais pas moi, la fête des pères, la fête des mères, il y a eu pour les entreprises du secteur automobile le salon de l'auto, tout ça c'est des occasions, la Saint-Nicolas pour les magasins de jouets, tout ça c'est des occasions pour les entreprises de faire de l'advertising et d'être premier dans les moteurs de recherche, surtout quand on n'est pas bien classé avec le trafic naturel. Donc, search marketing, ça vous permet de faire de l'acquisition, donc d'avoir des nouveaux clients. Parce que le but, c'est pas qu'on tape le nom de la marque. Hein. Si tout le monde tape Maxi Toys, ça veut dire qu'on connaît déjà Maxi Toys. Alors, c'est des gens qui tapent peut-être Maxi Toys plutôt que d'aller directement sur le site Maxi Toys. Non, le truc, ça va être taper dernier jeu machin, dernière console machin, et d'être sur ces recherches-là. Et là, on peut choper des nouveaux clients. Donc, il y a des questions sur le search advertising que je veux bien répondre, n'hésitez pas à en poser. Mais pour les mini-entreprises, ce n'est pas vraiment, je pense, exploitable. Et je vais prendre le deuxième levier qui est plus de la fidélisation. Donc là, on était dans de l'acquisition. Donc, acquisition, c'est quand on gagne un nouveau client. Fidélisation, c'est quand on parvient à faire réacheter quelqu'un qui a déjà acheté chez vous. Et là, c'est l'email marketing. Et donc, l'email marketing, vous recevez tous à votre anniversaire plein de mails, plus ou moins spam. Mais en fait, logiquement, vous les avez autorisés si vous les recevez. C'est pour acheter avec un coupon de 10 € chez Zalando, chez Vente Privée, enfin VP maintenant, et ainsi de suite. Et donc, c'est bien. Pourquoi? Parce que là, c'est l'outil qui revient le moins cher. Envoyer un mail, ça ne coûte rien. Et donc, vous avez des outils comme Mailchimp, Mailjet, si vous voulez être un peu plus sécure par rapport au RGPD, comme ça, vous avez une entreprise française, européenne, plutôt que d'avoir une entreprise américaine. Et vous avez aussi des outils pour envoyer des mails qui sont payants. Enfin, Mailchimp et Mailjet, c'est payant à partir d'un certain niveau d'envoi de mails. Sinon, vous avez YMLPI, Your Mailing List Provider, etc. Il y en a beaucoup. Ça, c'est un outil vraiment pour fidéliser. Donc, si un jour vous avez une entreprise, se constituer une base de données d'email, c'est super important. Donc, dès qu'on a un contact avec quelqu'un, c'est plus intéressant d'avoir son adresse mail que ce qu'il vous faut qu'il soit abonné sur Instagram ou qu'il vous like sur Facebook. Hein. Croyez-moi, il n'y a pas photo. Ça a beaucoup plus de valeur. Parce que la base de données mail, elle vous appartient. C'est à vous. Tandis que des abonnés Instagram, ouais, c'est vos abonnés, mais ça appartient comme à Facebook. Hein. On a vu même un gars comme Trump, il s'est fait virer de Twitter. Et donc, tout le monde peut se faire virer un jour de Facebook ou se faire virer un jour de Twitter ou se faire suspendre son compte. Hein. Moi, j'avais une page sur le foot, je mets un bête gif d'un goal. Ouais, ça durait 10 secondes. Hein. Je me suis fait suspendre mon compte et dégommer ma page pendant 15 jours parce que j'avais enfreint les règles de copyright. Vous voyez, même quand on essaie de faire les choses bien, on fait des conneries. Mais bon, le problème, c'est qu'on n'est pas maître, on est soumis à de la modération, tout ça. Donc, voilà. Donc, le mail, c'est vraiment… évidemment, dans les mini-entreprises, c'est compliqué d'exploiter ça parce que vous n'avez pas de base de données, donc vous ne savez pas à qui envoyer vos mails. Donc, de nouveau, c'est compliqué. Mais là, si je peux intervenir,
En fait, justement, pendant les ventes ici, il y en a plein qui ont fait des précommandes et qui donc ont les adresses mail. Et c'est marrant que tu tapes sur le clou parce que je leur dis toujours, faites bien garder les mails et comme ça, vous pouvez les renvoyer. Mais donc, voilà, la preuve que toi aussi, tu dis la même chose. Parce que s'ils achètent une fois, ils peuvent peut-être acheter une deuxième fois, surtout que les mini-entreprises, même sur un an, parfois sortent des produits différents. Là, je pense qu'il y a Favorite qui est là et qui, je sais, que sort différents types de cookies. Donc, voilà, ça peut être une bonne manière de faire. Alors, donc, je vais m'attarder un petit peu plus sur le mail, puisqu'ils peuvent quand même s'en servir visiblement. En fait, il faut bien penser que quand un client achète quelque chose, la confiance est déjà instaurée. Donc, si le client achète et que ça s'est bien passé, il a déjà confiance. Alors, il y a ce qu'on appelle j'arrive un peu dans de la théorie barbare de marketing, mais les phénomènes de la hiérarchie des effets. C'est-à-dire qu'on fonctionne avec différents stades. Donc, le stade cognitif, ça veut dire qu'il faut savoir, il faut connaître. Si vous ne connaissez pas un produit, vous ne savez pas l'acheter, ou bien un service, vous ne savez pas l'acheter. On voit qu'il faut un certain temps avant que les gens connaissent, et la publicité sert à faire connaître, le bouche à oreille sert à faire connaître. Il y a plein de moyens de faire connaître. Mais être connu, ce n'est pas suffisant pour qu'on vous achète, parce qu'il manque un élément essentiel, c'est la préférence ou la confiance. Si les gens vous connaissent, mais qu'ils ne vous font pas confiance, ou ne font pas confiance à votre produit, ils n'achèteront pas. Et donc, ça, c'est le deuxième stade de la hiérarchie des effets. Le premier stade, c'était le cognitif, savoir. Le deuxième stade, c'est le stade affectif. Et donc, ça, c'est préférence, confiance, amour pour la marque, etc. Vous avez ça très fort avec les marques de luxe, où des gens achètent des marques pour lesquelles ils n'ont pas le budget. Je pense à du Louis Vuitton ou des choses comme ça. Voilà. Parce que installer de la confiance, la marque, déjà, quand on définit une marque, c'est exprès pour donner confiance. Si vous allez dans un pays étranger, vous n'avez jamais mis les pieds et que vous voyez une chaîne de restaurant et que vous voyez la Gargote du coin que vous ne connaissez pas, on n'aura pas confiance dans la Gargote du coin. On va se dire qu'est-ce qu'on va manger là-bas, ça va peut-être être mauvais. Tandis que la chaîne qu'on connaît, on sait ce qu'ils servent, c'est le même partout. Et on va avoir confiance parce qu'on sait qu'on ne va pas être malade, on sait que c'est prévu, c'est étudié pour qu'on aime ce qu'ils servent. Et donc, le branding, la marque, c'est la notoriété, c'est la confiance. Et donc, si on n'a pas confiance, c'est difficile de faire acheter. Et donc, le dernier stade de la hiérarchie des effets, c'est le stade qui s'appelle conatif, donc c'est l'action. Donc, les gens font quelque chose, ça peut être acheté, ça peut être essayé, donc, quoi qu'ils fassent, une action, c'est important. Et donc, forcément, c'est plus facile de fidéliser. Donc, quelqu'un qui vous a déjà acheté, c'est plus facile de le faire réacheter que quelqu'un qui ne vous a jamais acheté. Et trop souvent, les gens, je parle d'expérience parce que dans ce que j'ai fait dans mon entreprise, j'ai quand même accompagné pas mal d'entreprises qui essayaient de se lancer. Et les gens croient qu'il leur suffit d'arriver et de paraître et de montrer qu'ils sont les plus beaux pour qu'on vienne leur acheter. Mais tout le monde s'en fout qu'ils arrivent sur le marché. Ça n'intéresse qu'eux, en fait. Et donc, ça demande vraiment beaucoup de travail au départ pour instaurer et la notoriété et la confiance. Et donc, c'est pour ça que c'est vraiment intéressant d'avoir l'email marketing parce qu'il y a un gourou du marketing qui s'appelle Seth Godin. Il a écrit un bouquin qui s'appelle Le Permission Marketing. Le permission marketing, il explique les différentes étapes de la permission, ce n'est que de la confiance en fait. Et l'exemple qu'il donnait, c'était, je ne sais pas si ça existe encore, c'était le livre du mois. C'était un truc avant, vous vous abonniez et on vous envoyait un livre, vous ne choisissiez même pas le titre du livre. Et ça montre qu'on avait complètement confiance dans le choix du livre du mois, puisque on vous le donnait, enfin on vous l'envoyait sans que vous choisissiez le sujet. Je dirais à la limite, même si c'est un petit peu décalé, mais quand on vous inscrit à la cantine à l'école plutôt que de manger des tartines, les tartines, c'est vous qui choisissez ce que vous avez, mais si vous vous inscrivez à la cantine, ça vous dit, vous avez confiance, ce qu'on va vous servir, c'est pas trop mauvais, ou bien c'est quand même suffisamment bon, je sais pas si on a la chance d'avoir une bonne cantine ou pas. Et donc, là, il y a de la confiance parce qu'on ne sait pas ce qu'on va avoir. Et donc, c'est vraiment essentiel. Donc, le mail, c'est un outil qui permet de continuer à profiter de la confiance qu'on nous a accordée. Quand on nous donne son mail, ça veut dire que les gens ont déjà un petit peu confiance en vous. Tandis que quand quelqu'un s'abonne sur les réseaux sociaux, ça peut être par curiosité, par plein d'autres raisons, mais ce n'est pas forcément le même rapport de confiance. Parce qu'aujourd'hui, avec les mails, on sait bien quand même qu'il y a le phishing, etc. Donc, c'est quand même pas rien de donner son mail. Et il y a de plus en plus de gens qui sont réticents de donner leur mail sur un site Internet. Et d'ailleurs, on en est tellement conscient qu'il y a de plus en plus de mails sécurisés. Donc là aussi, je vais faire une petite remarque sur la vie privée. Je vais faire un petit peu de promo, entre guillemets, pour un truc où je ne gagne rien, mais que je trouve ça bien. Moi, j'évite les emails de Microsoft, les emails Hotmail, les emails de Google, Gmail,
même si j'ai donné mon email Gmail à l'INSEE pour avoir le lien Zoom. Mais j'utilise prioritairement ProtonMail parce que ProtonMail, c'est sécurisé et il ne vous affiche pas de pub et il ne se sert pas de vos données pour avoir des pubs. Parce que là, évidemment, dans vos emails, qu'est-ce qu'il y a comme données plus privées que dans vos emails? Alors, Google dit qu'ils ne les lisent pas, mais voilà. Et en plus, sur les mails, on sait ajouter des applications dans Gmail tierces développées par d'autres personnes. On ne sait pas très bien c'est quoi les accès ou pas. Ils disent qu'il n'y a pas d'accès, mais j'ai déjà lu des études où il y a quand même des failles, des brèches, etc. Donc, moi, je m'en méfie. Donc, ProtonMail, je suis sûr, les serveurs sont en Suisse, c'est sécurisé, c'est gratuit, donc c'est pas mal. Vous allez me dire, il est complètement parano celui-là, mais non, c'est devenu de la prudence au stade où on en est avec la puissance de ces grandes entreprises. Donc voilà, pour l'email. Alors, je vais maintenant parler d'un troisième levier, puis je terminerai par les réseaux sociaux. Alors, le troisième levier, c'était l'équivalent de l'affichage. Donc, l'affichage que vous avez en rue, les grands panneaux 4x3, là, ou bien l'affichage que vous avez, les petites pubs à l'intérieur des bus, ou bien sur les abribus. Eh bien, on a essayé de reproduire ça au début du web. Donc, au début du web, les trois gros leviers marketing avant qu'il y ait les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux ne sont venus que dans un deuxième temps, c'était l'email qui est l'équivalent du mail quand on est dans sa boîte aux lettres. Enfin, c'était les moteurs de recherche là, qui étaient spécifiques au web, mais qui sont devenus nécessaires très rapidement. Et c'est le display. Alors, le display, donc, c'est l'affichage. Et donc, vous allez sur des sites internet où vous voyez des bannières à gauche, à droite. Aujourd'hui, on s'est affiché des bannières sur pas mal de sites. Et c'est de nouveau la régie publicitaire de Google. Il y en a d'autres, mais c'est là le plus facile. La régie publicitaire de Google qui nous permet d'afficher des publicités sur des sites internet. Et il y a un outil qui était très puissant. J'en parle un peu pour la culture de tout le monde, que tout le monde comprenne les possibilités. Si plus tard, il y en a qui se destinent au marketing. C'est qu'on peut faire ce qu'on appelle du retargeting. Du retargeting, vous avez déjà remarqué sûrement. Vous avez été sur un site internet, souvent des sites d'e-commerce. Vous avez regardé les produits, et puis vous naviguez un peu sur le web et vous voyez les pubs pour les mêmes produits que vous avez regardés. Et bien ça, c'est parce que le site internet va mettre un cookie. Le navigateur on va mettre un cookie dans votre navigateur, donc un petit fichier sur votre ordi. Et la régie publicitaire va voir que vous avez visité ça. Et quand vous allez aller sur des sites qui essaient de gagner de l'argent en affichant des pubs en display, eh bien, ils vont vous réafficher les pubs des produits que vous avez regardés. Alors, pourquoi ils font ça? C'est parce qu'il y a un gros problème dans les sites e-commerce. Dans les sites e-commerce, c'est que les gens mettent des choses dans leur panier puis ils s'abandonnent. Et donc, on peut mettre des choses dans le panier abandonnées pour plein de raisons. Soit on les a mises par curiosité, on n'avait jamais l'intention d'acheter. J'ai vu d'ailleurs qu'avec le confinement, un gros passe-temps des jeunes, c'était de faire des paniers et puis de ne pas acheter du tout. Donc là, on ne sait rien faire, il n'y a pas d'intention d'achat. Mais parfois, il y a des gens qui veulent réellement acheter. Et puis, je ne sais pas moi, c'est la jeune maman qui a son gosse qui tombe, qu'elle s'en va, puis voilà. C'est la batterie du GSM qui s'éteint. C'est parce qu'on était dans la salle d'attente du médecin et puis le médecin arrive. Et donc, il y a plein de raisons qui font qu'on abandonne son panier. Au départ, on voulait comparer, puis on oublie sur quel site on était. Et donc, le fait de rappeler aux gens que l'on était comme ça sur le site et qu'on regardait un produit, ça permet de réinciter les gens à revenir et à acheter, à finaliser leur achat. Donc, c'est très important. Trois leviers. Donc, le quatrième levier, c'est les réseaux sociaux. Avant, je vais quand même faire une petite parenthèse par rapport à ce que l'INSEE m'a dit, que pour beaucoup des personnes avec qui il était en contact dans le cadre des mini-entreprises, le business sur Internet, c'était l'e-commerce. Je ne me trompe pas, tu m'as dit ça, hein? Oui, tout à fait. Mini House, elle a, donc, qui eux vendent tous les produits de mini-entreprise, donc c'est le meilleur exemple. Ouais. Alors, le business sur Internet, il y en a plein, mais quand je vous dis plein, il y en a vraiment plein et qui ne sont pas forcément de l'e-commerce. Et déjà, il faut déjà définir ce qu'est l'e-commerce. Alors, dans l'esprit de la plupart des personnes, l'e-commerce, c'est je fais un site de vente, on vient sur Zalando, on achète les produits Zalando, puis voilà, c'est l'e-commerce pur. Et puis, vous avez des plateformes comme Amazon ou la Fnac. Donc, Amazon, au départ, leur but, c'était de mettre tous les livres du monde accessibles sur leur site. Mais évidemment, tous les livres du monde, ce n'est pas possible pour la bonne et simple raison qu'il y a des livres qui ont été imprimés et qui ne sont plus imprimés.
comment je veux faire si je veux avoir tous les sites, tous les livres du monde, mais qu'il y a des livres que je n'ai pas en stock et je ne sais pas les acheter. Ça devient embêtant. Et ben voilà, on va permettre à d'autres personnes de venir mettre des livres en vente sur notre site. Et donc, c'est ce qui s'appelle une marketplace ou une place de marché. C'est-à-dire que moyennant commission, on peut aller mettre des livres, ou maintenant aujourd'hui n'importe quoi, des produits en vente sur Amazon et que d'autres personnes les achètent. Amazon fait juste que gagner une commission. Et donc, il donne de la visibilité aux gens. Et donc, il y a des gens d'ailleurs qui ne font que ça, ils ne font plus de site e-commerce. Ils vont mettre directement le produit sur Amazon. Plutôt que d'investir dans l'e-commerce et d'investir dans la visibilité de leur e-commerce, ils préfèrent donner 15% de com à Amazon et de se référencer sur Amazon, parce qu'Amazon aussi est un moteur de recherche. Et donc, toujours, dès qu'il y a un moteur de recherche sur un site, il y a ce qu'on appelle de référencement, c'est-à-dire d'optimisation de son produit pour être le mieux placé possible. Donc ça, c'est aussi de l'e-commerce, mais c'est la marketplace, c'est-à-dire qu'on est là, on bénéficie d'une autre plateforme où on va vendre ses produits sur une plateforme. Les marketplaces, ça n'existe pas que pour l'e-commerce. Alors, je vous parlais tantôt des rédacteurs web, etc., mais il existe plusieurs marketplaces où tous les métiers du numérique, il y a moyen de les faire partout dans le monde en étant uniquement actif sur cette marketplace. Vous allez sur Malte, donc M-A-L-T, et vous avez des gens qui font du code informatique, des gens qui font de la rédaction, des gens qui font comment on appelle ça, une espèce de secrétariat à distance, donc des secrétaires virtuels, des assistants virtuels, voilà, c'est ça le bon terme. Donc, il y a un excellent livre de Tim Ferriss qui explique ce qu'est la semaine de travail de 4 heures. Quelle chouette perspective. Si on peut travailler que 4 heures et gagner quand même suffisamment pour gagner sa vie agréablement. C'était un best-seller. Donc, si quelqu'un a envie de lire un livre, celui-là, il est sympa, entre autres. Il date d'il y a quelques années maintenant, mais bon, voilà. Donc, ça, on fait des transactions, mais ce n'est pas vraiment de l'e-commerce. On a des gens qui proposent leurs services et on a des entreprises qui recherchent des services. D'ailleurs, je vais faire une petite prospective aussi. Le marché du salariat traditionnel tel qu'on le connaît va progressivement s'éroder. Alors, pourquoi est-ce qu'il va s'éroder? Parce que les entreprises veulent réduire leurs risques. Et un salarié, c'est un risque. S'il est malade pendant un mois, c'est l'entreprise qui doit payer sa rémunération à 100%. Si le salarié ne convient pas, il faut le virer, il faut payer un préavis. Quand on a un salarié, on doit payer, soit si on a une petite entreprise, un secrétariat social, où on doit gérer en interne les ressources humaines. Il faut des procédures de recrutement. Il faut le former. Bref, avoir un salarié pour une entreprise, ça n'a l'air de rien, mais c'est quand même vraiment lourd, quoi. Et de plus en plus d'entreprises donc, se tournent vers des freelances. Des freelances, c'est des gens qui sont indépendants. Et la relation n'est plus de subordination, c'est-à-dire qu'il y a un chef et quelqu'un, donc c'est une relation égale entre un prestataire de service et une entreprise qui a besoin de ses services. Et donc, il y a de plus en plus d'entreprises qui se développent sous ce modèle-là. Et il y a aussi des entreprises qui se développent avec des salariés, mais alors des salariés qui sont éparpillés un peu partout dans le monde. Donc, on vit dans un monde très changeant. Alors, ceux qui n'aiment pas le changement, tant pis pour eux, mais pour les autres, ça fait quand même des opportunités, des trucs assez sympas. Donc, ça, c'est un autre type d'utilité de business sur Internet. Simplement avoir un site qui n'est pas transactionnel. Donc, un site transactionnel, c'est un site où on peut acheter dessus. Simplement avoir un site qui n'est pas transactionnel, peut être utile. Je vais prendre un exemple. J'avais dans mes clients, quand j'avais ma boîte, là, une station de montage de pneus. Et puis, le client, c'était un ami, et donc il me laisse un petit peu faire ce que je veux, il me donne un budget, et il me dit, tiens, voilà. Et puis, moi, je lui fais des articles, parce que travailler le référencement naturel, sont des articles. Je lui fais des articles, et je fais un article sur le montage d'attaches remorques. Et le gars, il s'est retrouvé, alors que ce n'était pas du tout son business au départ, à devoir monter plusieurs attaches remorques par mois. Et donc, comme il en montait plusieurs par mois, il avait des prix de mieux en mieux à son fournisseur. Et donc, il était de plus en plus compétitif. Il y a de plus en plus de gens qui étaient intéressés. Moi, j'ai continué à essayer de référencer ce service qu'il proposait aux gens. Il s'est retrouvé dans les premiers résultats sur le montage attache remorque. Et donc, il a fait du business à partir de rien. Et ça, ce n'est pas de l'e-commerce. C'est juste une opportunité de business qui s'est développée grâce à de la visibilité sur Internet. Donc, vous voyez, parfois, c'est un peu le hasard aussi. Moi, j'avais écrit sur plein de sujets. Attache remorque est bien ressorti. Puis voilà, ça a été une opportunité d'affaires qu'il a saisie. Donc, c'est assez sympa
comme situation. Donc voilà, vous pouvez aussi, et dans le monde du référencement, ça existe beaucoup, c'est des gens qui sont éditeurs de sites. Et donc, éditeur de site, vous avez votre site ou vos sites, il y en a plusieurs, et vous faites des sites Internet, et puis vous gagnez de l'argent avec, par exemple en faisant des liens pour Amazon. Donc, si vous faites un lien, je ne sais pas moi, sur, j'ai eu une demande il n'y a pas longtemps, Tour Montessori. Tour Montessori, c'est des espèces de petits trucs comme des chaises bébés en bois, mais que les enfants puissent être plus haut, comme ça ils savent regarder ce qui se passe, ils savent aider maman à faire la cuisine, j'en sais rien, voilà. Ou bien papa, papa peut faire la cuisine aussi, je ne voudrais pas qu'on me traite de misogyne. Hein. Et donc, Tour Montessori, ça se vend sur Amazon. Vous faites un super article sur Tour Montessori, vous arrivez à le mettre dans les premiers résultats. Vous mettez des liens vers Amazon. Et à chaque fois que quelqu'un va cliquer sur votre lien pour aller acheter la Tour Montessori, vous allez gagner un pourcentage de l'achat. Amazon va vous récompenser parce que c'est vous qui avez amené le client Amazon. Autre type de business, ce n'est pas vous l'e-commerçant, mais vous amenez un client, vous avez un lien qui s'appelle d'affiliation et vous gagnez de l'argent. Et je vous assure qu'il y a des gens qui gagnent pas mal leur vie grâce à surtout dans le crédit par exemple, grâce à ce type de pratique. Donc voilà, c'était une petite parenthèse par rapport aux outils, Olivier, par rapport à ce que l'INSEE m'avait dit pour des business sur Internet, il y en a vraiment, vraiment plein. Et je ne vous parle même pas du business de l'influence, mais ça, c'est une bonne transition avec les réseaux sociaux. Être influenceur, je crois que c'était Cristiano, il fait un post sur Instagram, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros qui lui tombent, quoi. Cristiano, Messi, et même les WAGs, hein, les femmes de Messi et compagnie. Hein, donc, évidemment, il faut avoir de l'influence. Alors, aujourd'hui, tout le monde ne doit pas être gros influenceur. Il y a aussi ce qu'on appelle les micros et les nano-influenceurs. Dès qu'on a une petite communauté, en général, plus la communauté est petite et plus elle est liée, plus on a des offres sympas. Voilà. Ici, ma femme, elle est prof d'environnement. Je fais de mon Colombo, là, je parle de ma femme. Et elle est prof d'environnement. Elle a reçu une proposition d'avoir des cadeaux en échange d'un partage d'une information sur une marque. Donc voilà, c'est pas vraiment un business pour gagner sa vie, mais c'est sympa. Et il y a beaucoup de blogueurs ou d'Instagrammeurs ou Instagrammeuses qui reçoivent ce type d'offres. Donc ça aussi, c'est du business, c'est du marketing, ça. Hein, voilà. Et j'en viens aux réseaux sociaux. Ça va, je continue, je fais le TGV. Là. Est-ce qu'il n'y a personne qui pose des questions, Lionel? Actuellement, c'est très clair, donc je te laisse avancer, Régis, là-dessus par rapport au Très réseau. clair, fais gaffe, hein, parce que tout flatteur vite dépend de celui qui l'écoute. Hein. Est-ce que c'est clair ou bien est-ce qu'ils sont endormis? Je ne sais pas, ils sont encore 39. Hein. J'en ai perdu 4 en cours de route, mais ça va encore. Voilà, donc je le dis, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y réponds avec plaisir. Sinon, je vais parler du social media et puis peut-être là, essayer de faire des questions en live ou voilà, ou réponses aux questions. Voilà, les réseaux sociaux, tout un programme. Alors, les réseaux sociaux, c'est un petit peu, moi je le compare à la TV, dans le sens où au départ, c'est facile. La TV, vous aviez 4 chaînes TV, je parle de ça des années 80, quand vous aviez 4 chaînes TV, vous vouliez faire de la pub à la TV, c'était facile. Hein. Faites de la pub à la TV française, TF1, France 2, France 3, et c'était Gaulle, vous touchiez tout le monde en France. En Belgique, vous faisiez de la pub RTL, RTBF, on ne pouvait même pas. Donc, il n'y avait qu'RTL pour faire de la pub. Vous touchiez tous les gens possibles en Belgique, c'était facile. Et puis, vous avez commencé à avoir des chaînes Arte, des bouquets machins, des Canal+, des chaînes thématisées, le satellite, et puis là, c'était mort, quoi. Enfin, c'était mort, c'est-à-dire que c'était éclaté, donc il fallait vraiment trouver la chaîne qui nous intéressait pour faire de la pub dès qu'on n'avait pas un produit grand public. Ce qui est intéressant, parce que ça nous coûtait moins cher. Hein. Quand on fait de la pub à la TV, ou bien dans la presse, dans les médias, on paye par ce qu'on appelle ODV. ODV, ça veut dire occasion de voir. Donc, ça veut dire que quelqu'un achète le journal, par journal acheté, il y a autant de lecteurs potentiels, alors qu'il l'ouvre ou pas, qu'il regarde, qu'il aille jusqu'à la page où il y a votre pub ou pas, vous douillez. C'est-à-dire que si vous faites L'Oréal, vous faites de la pub pour un truc pour femmes, la moitié, si vous n'arrivez pas à cibler des médias où il n'y a que des femmes, ce qui me paraît quand même très difficile, tout ce qui est homme, vous payez pour rien. Tandis qu'ici, avec les réseaux sociaux, sur Facebook, par exemple, vous savez faire de la pub qui ne s'adresse qu'aux femmes. Vous ne payez pas pour rien. Donc, la pub est beaucoup plus efficace sur les réseaux sociaux que dans les médias grand public. Et donc, voilà, donc petite introduction. Donc, les réseaux sociaux, il y en a beaucoup. Et donc, première chose, il faut choisir celui où sont vos cibles. Donc, il faut se faire des cibles, idéalement des personas. Je pense que vous avez dû faire ça, hein, les buyer personas. Donc, vous imaginez le profil de vos différents types de clients. Hein, Madame un tel, 40 ans, 2 enfants, ou bien
jeune homme un tel, 18 ans, et qui rentre à l'UNIF et qui a un code ou qui n'a pas de code. Voilà, chaque fois, c'est qui habite à la campagne, qui habite en ville. Chaque fois, vous ciblez, il faut matérialiser vos cibles. C'est ça, à ça que ça aide les personas. Et puis, vous savez les targeter facilement sur les réseaux sociaux. Alors, je parle de targeting parce que réseaux sociaux, il y a deux choses. Les réseaux sociaux, au départ, vous publiez sur Facebook, tout le monde voyait vos publications. Tous vos amis voyaient vos publications. C'était facile, c'était cool. Et puis, avec la massification, maintenant, il y a 2 milliards de personnes sur Facebook, hein, c'est beaucoup. Et donc, on se retrouve, on n'est plus avec quelques poignées d'amis comme au départ, on est avec tout le monde, arrive facilement à 1000 amis ou 1000 contacts. Même chose avec les autres réseaux sociaux. Et donc, Facebook a dit que pour votre bien, parce que Facebook pense à vous, hein, pensez bien, il ne pense pas à lui, il pense à vous. Pour votre bien, il ne vous affiche que des choses qui vous intéressent. Et donc, ça veut dire que comment est-ce que Facebook devine ce qui vous intéresse? Via un algorithme qui comporte tout un tas d'éléments. Et donc, au début, il s'appelait LedgeRank, son algorithme. Et donc, cet algorithme était basé sur les réactions que vous manifestez par rapport aux publications des autres. Alors, les réactions, elles sont aussi, il y a un poids qui leur est donné. Donc, une réaction, un commentaire a plus de valeur qu'un simple pouce, et un partage a plus de valeur aussi qu'un simple pouce. Mais maintenant, c'est beaucoup plus puissant puisqu'on est sur smartphone et Facebook tient compte du temps où vous vous arrêtez sur une publication. Hein. Ça rentre dans ce qu'il peut analyser. Ah, il est resté autant de temps sur ce truc, même s'il n'a pas réagi, ça veut dire que ça l'intéresse. Et donc, finalement, Facebook ne vous met que des trucs qui vous intéressent, mais bonjour, la diversité de ce que vous avez. C'est pour la pensée unique, ce truc. Vous n'avez que des gens qui sont d'accord avec vous, et vous ne voyez que les publications que des gens qui sont d'accord avec vous, et les autres, vous ne les voyez plus. Donc, c'est un petit peu dommage, on va dire. Enfin, je trouve. Mais le grand bénéficiaire de tout ça, ce n'est pas vous qui avez un newsfeed de qualité. Le grand bénéficiaire de tout ça, c'est Facebook, qui, pour tous ceux qui ne sont pas visibles, et là, je pense aux pages de marque, pour toutes les pages de marque qui ne sont plus visibles parce que Facebook filtre, c'est-à-dire que si vous ne réagissez pas sur une page de marque via des commentaires, des likes ou des partages, Facebook ne vous l'affiche plus. La même chose avec Instagram et les autres réseaux sociaux. Et donc, vous devez payer pour avoir de la visibilité. Donc, vous devez payer, vous devez booster des posts, vous devez faire des publicités sur les réseaux sociaux. Et c'est comme ça que Facebook est devenu aussi cher en bourse et gagne autant d'argent. Facebook, maintenant, vaut presque 1000 milliards. Hein. Google, c'est 1500 milliards. Et Apple, c'est 2000 et quelques milliards. Donc, c'est vraiment beaucoup d'argent. Et donc, ce qui amène à deux métiers dans le marketing. Vous avez le métier qui consiste à générer le maximum de commentaires et de réactions sur les publications de la marque. Ça, c'est du community management. Et vous avez tout le métier des publicités sur les réseaux sociaux, où c'est devenu très poussé, tellement les possibilités de ciblage sont puissantes. Mais là, il faut du budget. C'est-à-dire qu'on ne sait pas le faire gratuitement. Le community management, il ne faut que du temps. Et donc, sachant ça, vous devez savoir si vous avez du budget ou pas et répartir vos moyens. Soit on élimine les social ads et on ne fait pas de publicité, et ça peut être très rentable de faire des publicités sur Facebook comme sur Google. Mais si on n'a pas de budget, on y va à la dure et on essaie de se donner de la visibilité. Bon, bien souvent, les pages Facebook, on envoie des invitations, ou bien les comptes Insta, ou bien les Twitter, ou on envoie des invitations à ses amis, on essaie de faire un petit peu de bouche-oreille aux amis des amis, et puis boum, ça s'éteint parce qu'il n'y a plus de relais. Et si les gens là, ils viennent liker votre page, mais que ça ne les intéresse pas, ils ne vont jamais liker vos posts ou je ne sais pas quoi. Donc, avoir un mauvais fan sur Facebook et un mauvais abonné sur Instagram, c'est mieux de ne pas l'avoir. Parce qu'il va réduire proportionnellement, en pourcentage, le nombre de réactions par rapport à une publication. Et bon, c'est pas gentil, mais moi, quand j'ai quelqu'un qui m'envoie une invitation et que je n'ai pas refusé, je clique, oui, d'accord, j'accepte l'invitation, puis je mets ne pas avoir dans mon flux, parce que j'en veux pas. Et donc, ça, c'est pas un bon signe. Et donc, quand Facebook voit ça, il va dire, ça n'intéresse pas. Hein. Donc, le gars qui a la page, il ne voit pas, il est content d'avoir un nouveau fan. Et puis, finalement, ça donne une image négative à Facebook ou bien aux autres réseaux sociaux. Enfin, j'ai toujours Facebook parce que c'est le plus puissant. Et donc, il va réduire la portée, ça s'appelle la portée ou le reach, le nombre de personnes qui voient vos publications. Et donc, faire du social media, c'est compliqué. Et si je voulais donner quelques conseils, c'est choisir les bonnes plateformes. Et donc, les plateformes, il faut les choisir où vos cibles sont. Il ne faut pas aller sur trop de plateformes à la fois parce que sinon, on n'a pas le temps de s'en occuper.
et il faut définir ce qu'on appelle une ligne éditoriale. C'est-à-dire vous répondez aux questions par un mot interrogatif, donc qui, que, quoi, quand, où, comment, pourquoi. Donc vous dites qui est votre cible, qu'allez-vous publier. Donc on parlait de l'égoïsme des gens, ne publiez pas que des choses sur votre marque, publiez des choses d'intérêt général, publiez des blagues si c'est dans votre ligne éditoriale, ça c'est le quoi. Quand il faut déterminer, il y a plein de posts qui existent sur Internet, que les meilleurs moments pour publier sur les réseaux sociaux. En fait, moi je vous dis un truc, il n'y a pas de meilleur moment. Le meilleur moment, c'est celui qui convient à vos abonnés, ou vos followers, ou vos fans. Donc, c'est expérientiel, c'est à l'expérience que vous verrez à tel moment, j'ai plus de réactions qu'à d'autres. Voilà, et donc, comment, pourquoi? Donc, pourquoi est-ce qu'on publie en général? Quand on publie quelque chose, ben, faut avoir un objectif. On ne publie pas quelque chose pour dire de publier. Et donc, ça, tout ça, ça doit se faire dans ce qui s'appelle donc une ligne éditoriale et un calendrier éditorial. Donc, choisir les réseaux sociaux, pas trop se disperser. Il faut aussi connaître ceux que vous allez utiliser vous-même, hein, même si ça peut s'apprendre. Il faut faire sa ligne éditoriale et puis il faut publier des trucs. Alors, pensez que sur les réseaux sociaux, les gens ne sont pas là pour regarder une marque, ils sont là pour s'amuser. Et donc, je vais rapidement vous montrer quelques trucs de newsjacking. Le newsjacking, c'est notamment une marque qui est très bonne là-dedans, c'est Oasis Be Free. Et donc, c'est détourner l'actualité pour se donner de la visibilité en amusant les gens. Parce qu'un contenu qui va amuser, faire sourire, les gens vont plus naturellement le partager. Tandis qu'un contenu sérieux, un contenu insipide, ben les gens vont ni le partager, ni liker, ni rien faire du tout. Donc, je vais essayer de partager mon écran et voilà, Chrome, partager l'écran. Si je suis sur Zoom, ça ne va pas le faire. Voilà, c'est là. C'est des slides que j'ai fait il y a un certain temps, donc soyez indulgents, ça date un peu. Mais bon, voilà. Ça va, tout le monde, vous voyez, Lionel, Lindsay, tout le monde voit? Bon, voilà, je vais passer, il y a 59 ça, il n'y aura pas tous les faire, il reste quelques minutes, mais c'est pour vous montrer l'idée, en fait. Voilà, j'aime bien ce premier exemple. En 2010, 33 mineurs chiliens restés 69 jours bloqués sous terre. Je vous assure, c'est jeune pour vous en souvenir, voilà, mais à cette époque, au journal parlé, ce n'était pas le Covid. Dès qu'on ouvrait le journal télévisé, on disait que sont devenus les mineurs chiliens, est-ce qu'ils sont morts? Ah non, on leur ramenait de l'eau, ah non, on leur ramenait à manger, ah, est-ce qu'on va les faire sortir? Ah, on envoie un truc, on envoie un câble, ah, on les a entendus. Voilà, c'était vraiment toujours assez sympa, assez intéressant. C'était le temps, on va dire, voilà, c'était un gros suspense. Les gens aiment bien le suspense. Et puis, les mineurs chiliens, mais quand ils sont sortis, il y a une marque qui a été assez intelligente, c'est Oakley. Quand on est resté dans le noir pendant très longtemps, tout le monde a ça, hein, vous restez dans le noir, puis on vous met la lumière d'un coup, tout le monde a mal aux yeux. Et Oakley était pertinent parce qu'il savait très bien qu'il avait mal aux yeux. Et le travail d'Oakley, c'est de protéger les yeux des gens de la lumière du soleil. Et ils ont été mettre une paire d'Oakley sur tout le nez, sur chaque nez de chaque mineur. Donc 33 paires d'Oakley, 33 paires d'Oakley, c'est pas très coûteux pour la marque. Et donc, ça leur a coûté $6 300. L'exposition média, parce que tout le monde a filmé, tous les médias du monde, de tous les pays du monde ont filmé la sortie des mineurs. Tout le monde a vu la marque Oakley. Et donc, exposition média, 41 millions. Meilleur retour sur investissement possible, avec une action qui leur coûte quasi rien. Donc, trop fort, quoi, hein. Donc, ça, c'est. Vous voyez, Reuters en a parlé. Enfin, moi, c'était vraiment un exemple de newsjacking. Donc, on vient se greffer dans une actualité. Il faut une légitimité et ça peut donner beaucoup de visibilité. Bon, ça, ce n'était pas du social media, c'était de la TV. Et donc, je vais poursuivre un petit peu plus loin sur ce qui est devenu rapidement, pas du newsjacking, mais du buzzjacking, c'est-à-dire un truc nettement plus léger et futile, mais un peu amusant. Donc, vous voyez, je répète un petit peu. Donc, la règle des 5 W et du H, ben, si vous intégrez à votre ligne éditoriale de newsjacking, ça peut être sympa. Et ça peut bien marcher pour les mini. Qu'est-ce qu'on peut newsjacker? Donc, je vous ai mis une cause. Hein, donc, voilà. Là, c'est Larry Flint. C'est un mec un peu sulfureux aux États-Unis qui était pour la liberté d'expression, qui a fait un don de $50 000 quand le mec de Wikileaks s'est fait arrêter. Game of Thrones, je ne vous le montre pas parce qu'il y a des vidéos, je n'ai pas envie d'aller les montrer, mais voilà. Le buzz, bah, tout le monde connaît Nabila. Et donc, avec ses conneries, voilà. Donc, Ikea, ils ont repris, parce que Nabila, ça a été une fille, t'as pas de shampoing. Et là, ils avaient un coussin qui s'appelait Allo chez Ikea. T'as une chaise et t'as pas de coussin. Bon, c'est un peu con, mais pourquoi pas, il y a des gens qui partagent, même si c'est pas le meilleur truc qu'on peut trouver, mais c'est un exemple. Et donc, il faut éviter, évidemment, tous les sujets très sensibles, hein.
catastrophe naturelle, racisme, homophobie, climat social, j'en passe des meilleurs, et climat tout court maintenant. Hein. Voilà, donc par exemple, American Apparel, quand il y avait eu l'ouragan aux États-Unis, ils avaient voulu faire des pubs pendant que les gens, voilà, ça ne va pas, on ne fait pas ça. Même chose, September 9/11, hein, aux États-Unis, c'est très touchy avec ça, avec Pearl Harbor. Et donc, AT&T avait mis dans un smartphone les deux tours pour commémorer le 11 septembre. Utilisé commercialement le 11 septembre, c'était mal vu, donc ils se sont fait allumer. Donc, vous voyez, je vais vous insister là-dessus pour dire qu'il faut être assez prudent dans ce que l'on fait. On ne fait pas n'importe quoi sur les réseaux sociaux, sinon on se fait clasher directement. Et donc, les clashs, c'est peut-être pas l'idéal non plus, quoi. Là, c'est la même chose avec Pearl Harbor, ils se sont fait allumer. Et donc, je vous mets en place. Donc, voilà, il faut une veille. Hein. Il faut choper l'actualité avant qu'elle ne soit trop grand public, qu'elle ne soit retombée. Hein. Si quelqu'un a fait aujourd'hui un truc sur Nabila avec non mais allô quoi, tu as l'air complètement débile. Donc, il faut être prêt avant, c'est-à-dire qu'il faut faire un visuel, idéalement, un Insta. Enfin, maintenant, avec Instagram, on sait faire des reposts, etc. Donc, on sait quand même faire du newsjacking sur Instagram. Sur Facebook, c'est plus facile les partages, sur Twitter aussi. Et donc, voilà, donc il faut savoir se débrouiller un petit peu en graphiste. Quand tu es dans une entreprise, il faut quelqu'un qui valide hein, pour ne pas aller balancer n'importe quoi. Si après on se fait allumer, c'est notre responsabilité. Donc, il y a un outil qui s'appelle Google Trends qui permet de voir le nombre de recherches. Donc, il ne faut pas être dans le sommet de la recherche, il est trop tard. Il faut être au début de la recherche. Hein. Voilà, donc ça, c'est un petit peu. Et je vous montre maintenant quelques exemples de newsjacking un peu sympa. On va terminer là-dessus. Donc, sortie de Captain America, mais je ne sais pas vous montrer parce que la vidéo, elle n'existe plus sur YouTube. Voilà, ça, c'est un mec qui avait partagé sur Facebook que s'il avait 1 million de likes, sa copine allait bien vouloir faire l'amour avec lui. Et ben, Oasis Bifou a dit franc-bourgeoise, a dit que si j'allais recevoir 1 million de likes, elle allait faire l'amour avec moi. Hein, Oasis Bifou, c'est que ça, des jeux de mots avec les fruits à chaque fois. Hein, donc, enfin, j'aime beaucoup cet humour. Mais bon, ça, on aime ou on n'aime pas, mais moi, j'aime bien. Donc, j'en parle souvent. Donc, le fait que j'en parle simplement, ça donne déjà de la pub à la marque. Hein, vous voyez jusqu'où ça va. C'est pas seulement les partages sur les réseaux sociaux. Il y avait le jeu 2048 qui avait été super populaire. Il y avait la même chose, ils avaient repris 2048, mais ils avaient mis des fruits à la place des chiffres. Donc, même chose, les gens avaient téléchargé ou bien avaient joué en ligne et ça avait leur donné de la visibilité. Donc, tout est bon pour avoir de la visibilité utile. Ça, j'aime beaucoup. La Redoute, alors, il y a un graphiste, enfin, en tout cas, sur le catalogue en ligne de la Redoute, il y avait là une pub pour des maillots enfants, enfin, une exposition de maillots enfants. Et quand on zoomait sur le dernier, là, on voyait un type complètement nu derrière. Donc, la Redoute s'est payé un bad buzz avec ça. Forcément, vous mettez en ligne un truc avec en plus un produit pour enfants, vous avez un gars complètement nu, c'est pas terrible. Hein. Et là, il y a 3 Suisses qui ont réagi. Ils ont repris le mec, ils lui ont mis un maillot, il a mis tout le monde ne sait pas que nous avons un maillot de bain à 9,99 €. Juste excellent comme truc, hein, comme opportunisme. La campagne présidentielle, bon, ça date déjà puisque c'est en 2012, quand François Hollande était devenu président. Son slogan, c'était le changement, c'est maintenant. Et une entreprise française très sympa qui s'appelle le Slip français. Et il a détourné tous les slogans publicitaires des politiciens. Et donc, au lieu de mettre le changement, c'est maintenant, il avait mis le changement de slip, c'est maintenant. Ben, voilà, c'est encore assez amusant. Alors, tout ça pour dire que le newsjacking, c'est pas nouveau et qu'on n'est pas obligé de. Les réseaux sociaux, c'est facile parce que c'est viral. Mais ça, c'était Depardieu. Il a fait scandale, mais ça, il y a très longtemps, à ce début du siècle. Hein. Il avait pissé dans un avion, il était ivre-mort. Et il avait pissé dans un avion, dans le couloir de l'avion, hein, pas dans les toilettes, hein, dans le couloir de l'avion. Donc, tout le monde avait été scandalisé. Et puis Ryanair avait repris ça, il a mis nous ne sommes pas les seuls à pisser sur la concurrence. Bon, voilà, enfin, on aime ou on n'aime pas l'humour, hein, mais bon, voilà, moi ça m'amusait. Depardieu qui était parti, Six, ils sont aussi très forts en newsjacking, hein, les trucs de location de bagnole. Ils avaient fait un truc sympa avec Hollande qui allait chez sa maîtresse avec son casque, ils avaient repris le truc de Daft Punk, je pense. Hein. L'exil fiscal de Depardieu, donc on voit Depardieu avec Poutine. Et chez Six, pas besoin de passeport russe pour faire des économies. Bon, voilà, ils reprennent, hein, c'est un peu amusant. Et quand Conchita Wurst avait repris, avait gagné à l'Eurovision, là, bon, c'est un petit peu plus douteux quand même, lui mettre un rasoir, une pub pour en profiter pour faire une pub pour un rasoir. Moi, je ne l'aurais pas fait. Un peu risqué quand même de se faire allumer avec ça, mais pourquoi pas. Là, pour des causes, hein, on peut aussi faire des causes. Donc, quand l'Atlético Madrid avait été champion d'Espagne la dernière fois, c'est à 5, 6, 7 ans, hein, ben voilà, leur sponsor maillot, c'était l'Azerbaïdjan. Ben, il y a une entreprise, enfin, pas une entreprise, mais une association qui avait repris les rayures de l'Atlético pour en faire des barreaux de prison, parce que c'est pas connu, l'Azerbaïdjan, pour être le pays le plus démocratique au monde. Voilà, quand il y avait eu le Brésil, les Belges au Brésil, ben, voilà, le PS avait repris les panini que tout le monde collectionne. Et donc, ils avaient mis leur équipe dans le Hainaut sous forme de panini. Bon, pourquoi pas. Hein. C'est sans faire de politique, c'est pour montrer ce qu'un parti politique a fait.
quand il y a eu la naissance du Royal Baby, donc Kate Middleton a fait son premier gosse, Johnson & Johnson, ils ont fait la mousse en forme de couronne, sympa. Voilà, c'était une petite actualité. Oreo, même chose, a fait un truc assez cool. Et voilà, les Daft Punk, voilà, ça c'était Virgin Radio, mais truc en avait fait un aussi. Donc Hollande était allé en scooter voir Julie Gaillet et il avait le casque. Et alors on vous sait fan des Daft Punk qui viennent de se séparer d'ailleurs, hein. Euh, Ça, c'était à Félix Baumgartner quand il était monté. C'était horrible. Je ne sais pas si vous êtes trop jeune pour avoir regardé ou pas, mais il était monté. Ça avait duré 1 minute 30, son record de chute libre. Il était monté pendant des heures en direct sur YouTube. C'était vraiment ennuyant. Et comme KitKat, c'est leur pub, c'est de durer longtemps. Ben voilà, ils avaient pris ça. Et Mini, enfin bon, voilà, j'en passe. Et voilà, je pense que c'est un bon plan de faire du newsjacking dans le cadre d'une gestion de réseaux sociaux pour des mini, puisque ça s'adresse à des jeunes, il faut trouver le bon humour. Peut-être que ce que j'ai montré, c'est pas ça qui amuserait le plus les générations actuelles, mais en tout cas, moi, j'ai mis des trucs qui m'avaient fait rire à l'époque, quoi. Et